Bonjour, je suis Chancela, la journaliste des formations. Bienvenue à tous dans cette édition des podcasts. La dernière fois, nous nous étions arrêtés dans la lecture du livre Holocauste au Congo. Et comme d'habitude, nous allons poursuivre. La dernière fois, on parlait même du soutien du gouvernement américain à Paul Kagame. J'aimerais faire allusion aux élections qui ont eu lieu hier au Rwanda, où l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame, revient pour un énième mandat à la tête de ces pays-là. Depuis 24 ans, il dirige le Rwanda avec autant d'atrocités, avec les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les génocides congolais. En tout cas, ça fait partie du bilan qu'il devra présenter après ces mandats. Mais voilà, 99% d'élections pour les résultats provisoires. Face à lui, deux opposants fabriqués par lui-même. L'unique opposante qui pouvait faire poids face à Kagame a été disqualifiée par l'organe électoral rwandais. Et Kagame menace même de mort cette opposante parce que cette opposante révèle aux yeux du monde la vraie face de ces régimes sanguinaires et c'est que le peuple du Rwanda vive. Mais malgré tout ça, aucune pression occidentale sur le régime de Kigali, malgré son implication militaire sur les sols congolais, y compris l'Ouganda, aucune sanction à l'encontre des Kigali. Et aujourd'hui encore, on nous parle d'un pays démocratique ou d'un pays, d'un dirigeant démocrate. Kagame ne l'est absolument pas. Un dictateur qui passe 24 ans à la tête d'un pays. Aujourd'hui, le monde découvre tous les crimes commis par Kagame. Plusieurs rapports des experts de l'ONU attestent avec de preuves suffisantes les tueries perpétrées par les régimes de Kigali, mais encore cette communauté intercriminelle par les biais des Occidentaux accepte de soutenir Kagame pour un nouveau mandat à la tête du Rwanda. Pour preuve, il n'y a absolument pas eu des missions d'observation occidentales ou internationales. Quand c'est pour d'autres pays qui n'ont rien à voir avec l'Occident ou qui ne servent pas la cause de l'Occident, là l'Occident fait tout pour pouvoir s'ingérer. Mais quand c'est pour leur garçon de course qui est Kagame, là ils oublient et ils ferment rapidement la parenthèse. C'est pour dire aux Congolais que nous devons nous battre parce que nous sommes seuls à nouveau face au monde entier. Aujourd'hui, tout le monde, en termes de pays-États, se bat pour sa survie. Nous, Congolais, nous ne devons pas croiser les bras et faire exploiter nos minéraux au profit des grandes puissances. Nous devons les utiliser pour le développement de notre pays et nous assurer notre propre sécurité par nous-mêmes. On continue avec la lecture. L'écrivain français Pierre Péan, qui s'était beaucoup intéressé à ces personnages, nous avait confié que Washington, qui est plutôt Winter, travaillait pour la CIA, même s'il donnait l'impression d'être un simple militant chargé des questions de réfugiés. Juan Carrero, candidat espagnol au prix Nobel de la paix, nous avait également confié que Roger Winter dissimulait sa qualité d'agent de la CIA en s'affichant à la tête d'une ONG américaine spécialisée sur la question de réfugiés. Wayne Madsen, un spécialiste des renseignements américains qui travaillait auparavant pour la NSA, nous a également confié que Roger Winter travaillait bien pour la CIA et pour un réseau de trafiquants d'armes très actifs dans la région des Grands Lacs dans les années 1990. Au moment où s'est formé l'AFDEL à Kigali pour attaquer le Zaïre et renverser le maréchal Mobutu, Roger Winter est en première ligne pour prodiguer des conseils et aider aux actions clandestines de l'AFDEL à partir du Rwanda. Lors de son audition au Congrès américain le 4 décembre 1996, Roger Winter confie avoir eu des entretiens profonds avec le porte-parole de l'AFDEL, Laurent Désiré Kabila. Il soutient qu'après une série d'offensives militaires victorieuses à l'est du Zaïre, l'AFDEL est constituée désormais d'environ 300 000 Tutsis zaïrois du sud Kivu, dénommés Banya Mulenge. Toujours selon Winter, ces derniers ont rejoint l'APR de Paul Kagame en 1994 et se disent déposer de leurs biens aux Zaïre. Disposer de leurs biens aux Zaïre. Ce serait donc pour cette raison qu'ils prennent les armes contre le régime de Mobutu.
En clair, l'AFDEL serait, d'après lui, composé entre autres d'opposants du chef de l'État du Zaïre et des Banyamulenge ou des Tutsis qui vivaient au Zaïre. Son discours distillé auprès de plusieurs organisations de droits de l'homme est repris sans aucune nuance et de façon militante par les FIDH et d'autres partisans de Paul Kagame en France. Messieurs Winter critiquent toutefois l'analyse de certains observateurs qui considèrent que l'AFDEL est un mouvement créé de toutes pièces par Paul Kagame et détenu par ce dernier. Selon lui, ce type d'analyse serait erroné car il ne prendrait pas en compte les mécontentements des Banyamulenge et des Tutsis qui vivent au Congo vis-à-vis du régime des Mobutu. Il ajoute cependant, je ne sais pas dans quelle mesure l'AFDEL a pu recevoir l'aide du gouvernement rwandais, mais il ne faut pas s'étonner si une telle aide existe. Des responsables rwandais ont reconnu que l'armée rwandaise avait lancé des attaques d'artillerie dans les zones frontalières du Zaïre et sont entrés au Zaïre à la poursuite des groupes armés. Monsieur Winter semble donc reconnaître que l'AFDEL pourrait être une fabrication des Kagame puisqu'elle reçoit l'aide du gouvernement rwandais et que ce dernier admet avoir attaqué le Zaïre dans les desseins de pourchasser des groupes armés. Monsieur Winter est surtout très impliqué dans les échanges directs avec les combattants de l'AFDEL, en particulier avec le porte-parole du mouvement Laurent Désiré Kabila. Bien que je n'aie pas la prétention d'être un expert de la politique interne du Zaïre, j'ai cependant passé beaucoup de temps avec les chefs des rebelles zaïrois le mois dernier et je suis arrivé à la conclusion que de nombreux étrangers comprennent mal les mouvements rebelles zaïrois. Les autorités zaïroises ont offert un refuge à certains des milliers de réfugiés rwandais innocents pendant 2 ans et demi, mais les autorités zaïroises ont aussi tué et expulsé par la force d'autres populations zaïroises et ont facilité des livraisons d'armes qui ont complètement déstabilisé la région. Je ne prétends pas non plus être un expert militaire, mais si j'ai passé beaucoup des temps en compagnie des rebelles et des troupes gouvernementales rwandaises dans le cadre de mon travail avec USCR. Je ne connaissais pas Kabila avant de le rencontrer le mois dernier et je n'ai pas été en contact avec lui depuis le 17 novembre 1996. Pourquoi cette volonté de Roger Winter de s'étendre ainsi sur son sur son propre rôle et sur son engagement dans l'offensive militaire qui se prépare contre le Zaïre? S'agissant du Rwanda proprement dit, il n'est point besoin de spéculer. L'ancien chef d'état-major de Paul Kagame, le général Kayumba Nyamwasa, révèle ainsi leur rôle dans la confection de cette prétendue rébellion zaïroise. Notre idée était de rassembler tous les Zaïrois qui qui venaient d'endroits différents et qui avaient des histoires différentes pour qu'ils fassent cause commune. C'est le même cas aujourd'hui avec les Nanga et tous les autres qui quittent les Katanga, qui quittent la Belgique, etc., qui se joignent au Banyarwanda, Tutsi rwandais au niveau de l'Ouganda, auprès des Museveni pour former ce qu'ils appellent AFC-M23 aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a toujours été le cas avec l'AFDEL et aujourd'hui, nous ne faisons que vivre les mêmes événements. Maintenant, c'est à nous de pouvoir nous positionner face à ces événements et de pouvoir y mettre fin une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas nouveau. Les bras droits de Paul Kagame, James Kabarebe, chargé de mener cette guerre d'invasion du Zaïre, explique. La plupart des Zaïrois ne se connaissaient pas. Il fallait qu'un Rwandais les présente les uns aux autres. J'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Paul Kagame confirme à son tour les propos de ses 2 proches collaborateurs et les ambitions que poursuivent les États-Unis à travers lui au Zaïre. Quand nous avons décidé de rassembler tous ces Zaïrois pour faire la guerre, c'était pour qu'ils combattent avec nous leur gouvernement. C'était pour que cela débouche sur des changements profonds au Zaïre. À écouter Kagame et ses hommes, il n'est plus question de déloger les dangereux génocidaires, mais de faire la guerre contre Mobutu et d'obtenir un changement au Zaïre. Peut-on encore douter
du fait qu'il a utilisé le drame des réfugiés pour préparer l'invasion puis l'occupation du Congo-Zaïre. Les conseillers français du président Mobutu, Robert Bourgui, lui auraient fait savoir qu'il ne fallait pas prendre à la légère cette rébellion zaïroise et que derrière elle s'est caché le Rwanda, l'Ouganda et peut-être aussi les États-Unis. Dans un premier temps, Mobutu n'a-t-il rien voulu entendre ou a-t-il faim de ne pas comprendre? Finalement, face à tout ce qui semble bien s'est tramé contre lui et son régime, il décide de se tourner vers la France, croyant que celle-ci sera en mesure de contrer les dangers venant de Washington et de Kigali. Il trouve porte close à Paris. En réalité, les dirigeants français ne sont pas disposés à s'opposer aux décisions des États-Unis au Zaïre et encore à contester ouvertement la politique de ces derniers en Afrique de l'Est et centrale. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Quand Emmanuel Macron, l'actuel président de France, dit que la France a une dette morale à l'égard des Rwandais parce que la France n'a pas pu intervenir aux côtés des Tutsis pour soi-disant stopper les génocides de 1994 au Rwanda, et là, c'est clair que la France ne voulait pas s'impliquer parce que les États-Unis étaient déjà là. La France s'était retirée au profit des États-Unis. La France ne comptait pas protester les décisions américaines de manière publique ou même officieuse. La France ne voulait tout simplement pas. Maintenant, sur base de quoi aujourd'hui Macron se sent coupable de quelque chose qu'il n'a jamais commise? Et il prétend utiliser aujourd'hui les matières premières de la RDC pour payer une dette illusoire à l'égard des Kagame. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Je continue. Pour Washington, les temps où Paris faisait la pluie et le beau temps en Afrique est terminé. Les dirigeants américains les feront clairement savoir aux responsables français et ces derniers se plieront au dictat yankee sans autre forme de procès. La France à l'époque n'a pas voulu faire face aux Américains. La France, c'est comme tous les autres pays qui obéissent aux Américains. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas croire que la France est une puissance aussi qui fera face. Ça ne sera jamais le cas. Et pour preuve, là, c'est bien écrit que la France a entendu le message lui communiqué par le gouvernement américain. La France s'est retirée au profit des États-Unis pour que ces plans de génocide sur les Congolais aujourd'hui, avec 10 millions de morts, soient mis en exergue par Kigali et Kampala. La rencontre du 17 février 1997 à Paris entre Madeleine Albright, secrétaire d'État américaine, et le président français Jacques Chirac en est la meilleure démonstration. Les chefs de l'État français vont tenter de solliciter la tenue d'une conférence des Grands Lacs sur la préservation de l'intégrité territoriale du Zaïre. Washington rejeta cette proposition avec fermeté et Paris s'y soumettra. L'expérience vécue est décrite dans la préface de cet ouvrage par le ministre de la Défense Charles Milland, fut en réalité l'ultime tentative d'éviter l'humiliation au président Mobutu et surtout d'éviter la mort des millions de personnes au Congo-Zaïre du fait de la politique terrifiante de l'administration des Clinton. Hélas, l'initiative du ministre français va se heurter à la difficulté qu'ont souvent les plus hauts dirigeants français à s'opposer à Washington. Ce sera aussi l'enterrement de première classe de ce qu'aura été la politique et l'influence de la France en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. Sur le terrain, Roger Winter poursuit méthodiquement et inlassablement son action aux côtés de Paul Kagame. Outre son expertise sur la rébellion qu'il peine d'ailleurs à dissimuler, il recommande surtout lors de son audition au Congrès des États-Unis d'utiliser le Rwanda comme base des opérations de l'action humanitaire au Zaïre. C'est exactement ce que fait déjà le gouvernement américain depuis 1994 à travers l'opération Super Hope. Monsieur Winter affirme également avoir demandé publiquement à Laurent Désiré Kabila de faciliter l'accès des organisations humanitaires aux réfugiés se trouvant dans la zone placée sous contrôle de l'AFDEL. Sur ces points, sa position converge avec celle de l'émissaire du gouvernement américain Richard Bogosian,
qui souligne également lors de son audition au Congrès que l'AFDEL a permis l'accès à quelques organisations humanitaires intervenant dans les zones de l'Est du Zaïre placées sous son contrôle. L'AFDEL n'a accepté d'autoriser l'accès à cette zone qu'à une poignée des militaires américains et canadiens qui venaient évaluer des besoins en matière humanitaire et a clairement indiqué qu'elle s'opposait à l'intervention d'une force multinationale. Roger Winter a précisé également qu'une rencontre a bien eu lieu à Kigali le 17 septembre 1996 entre les chefs de l'AFDEL, Laurent Désiré Kabila, et des responsables officiels du gouvernement des États-Unis. Les choses sont donc définitivement plus claires avec ces derniers témoignages. Il n'y a plus aucun doute que l'administration Clinton est à la manœuvre dans l'action militaire rwandaise initiée contre le président Mobutu. L'humanitaire demeure un alibi confortable, bien qu'à aucun moment, M. Winter ne demande de protéger les réfugiés Hutus du Zaïre, car ces derniers sont tous considérés comme des génocidaires. D'une manière générale, Roger Winter intervient dans ces dossiers, non pas comme un spécialiste ou un protecteur des réfugiés, mais comme un proche conseiller de Laurent Désiré Kabila ou de la rébellion Banyamulenge et surtout de Paul Kagame qui prépare la chute du président Mobutu. Lorsque M. Bogosian souligne que l'AFDEL n'a autorisé qu'à une poignée des militaires américains et canadiens l'accès au territoire zaïrois passé sous son contrôle sous des besoins humanitaires, on peut se demander où sont les traces des réfugiés qui auraient été sauvés de la mort par des militaires américains ou canadiens dans cette zone. Il est maintenant établi que les militaires américains et canadiens n'ont pas sauvé des réfugiés Hutus dans l'est du Zaïre. Qu'ont-ils donc fait dans cette zone où il a été prouvé par le rapporteur spécial de l'ONU qu'il y a eu de nombreux massacres des réfugiés rwandais et même des citoyens congolais? Des membres du gouvernement canadien ont soutenu avoir été dupés par l'administration Clinton. C'est possible, mais peut-on vraiment les croire sur parole? Si l'hypothèse d'une duperie est admise, qu'ont fait finalement les dirigeants canadiens pour exiger la vérité sur les objectifs poursuivis par l'administration Clinton au Zaïre? Dans tous les cas, la lettre du 22 décembre 1994 adressée par le Premier ministre canadien Jean Chrétien au président des États-Unis donne plutôt l'impression que les dirigeants canadiens ont participé à l'action américaine au Rwanda et au Zaïre en toute connaissance de cause. Dans cette correspondance, l'ancien Premier ministre canadien dit espérer que le gouvernement rwandais fonctionnera sur base des principes démocratiques et qu'un retour en toute sécurité des réfugiés rwandais sera possible. Ça n'a jamais été le cas. Pour preuve, aujourd'hui, Kagame continue à utiliser cette question de réfugiés rwandais Hutus, particulièrement qui sont à l'est de notre pays, comme alibi afin d'envahir le Congo et de tuer les Congolais, de les génocider, avec autant de milliers, mais des milliers de personnes déjà tuées par l'armée rwandaise et ougandaise. Ici, on nous dit l'ancien Premier ministre canadien espérait un État démocratique au Rwanda pour permettre le retour des Hutus qui étaient à l'est du Zaïre. Mais est-ce que ça a été le cas? Est-ce que le Canada d'aujourd'hui fait encore le suivi pour s'assurer que le Rwanda est un État démocratique et que tous les réfugiés qui avaient trouvé refuge au Congo, l'ancien Zaïre, sont retournés chez eux? Est-ce qu'ils ne sont pas traités toujours des génocidaires? Ne se font-ils pas tuer systématiquement par Kagame dans l'est du Zaïre? Ça, personne ne s'en occupe. Personne ne s'y préoccupe. Tout le monde trouve ça normal qu'un Kagame passe 24 ans à la tête du Rwanda, que les Hutus soient marginalisés et que l'Est de la RDC paye les prix de quelque chose que le Congo ou les Zaïre n'a jamais commis et que non minéraux soient les vraies sources de nos malheurs aujourd'hui. Mais ça changera. Le Canada, les États-Unis, ça changera. On va aller pour boucler rapidement. Autrement dit, M. Chrétien
ne semble pas convaincu des bases démocratiques du régime de Kagame, mais accepte quand même de participer aux actions qui lui sont favorables. Peut-on encore dans ces cas arguer des dupéries? On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que les 15 minutes nous accordées par CT News ont été épuisées par nous dans cette lecture. On va se retrouver prochainement pour la suite. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Nous serons contents de vous lire en commentaire, de savoir ce que vous pensez de toute cette série d'histoires qui ne sont pas des histoires hasardeuses, mais qui sont des réalités qui produisent aujourd'hui des impacts négatifs sur des milliers de Congolais dans la partie est de notre pays. Je rappelle qu'il y a eu 10 millions de personnes déjà tuées par Paul Kagame et Kaguta Museveni à l'est de notre pays. Il y a eu plus de 500 000 femmes déjà violées, massacrées, éventrées, sans compter le nombre d'enfants qui se font aussi recruter tant de forces pour intégrer les groupes armés fabriqués par ces deux pays voisins, mais aussi des enfants qui sont contraints d'une manière ou d'une autre à pouvoir prendre les armes contre la République démocratique du Congo. Merci d'avoir suivi cet extrait. Nous allons nous retrouver prochainement pour la suite de ces précieux ouvrages. À la prochaine.